Aujourd'hui, on va se pencher sur la déficience intellectuelle, une notion complexe, très humaine, et dont la perception a radicalement changé au fil du temps. C'est un véritable voyage des mentalités que l'on va faire ensemble. Bon, pour bien commencer, allons droit au but avec la question la plus simple en apparence. De quoi parle-t-on exactement? D'un point de vue clinique, la définition actuelle repose en fait sur deux grands piliers. D'un côté, il y a le fonctionnement intellectuel. Ça, c'est ce qui touche aux capacités mentales générales, comme apprendre, raisonner, résoudre un problème. Et de l'autre côté, on a le comportement adaptatif. Là, c'est plus concret, ça rassemble toutes les compétences qu'on met en œuvre au quotidien. Les compétences sociales, pratiques, bref, tout ce qui nous sert à naviguer dans la vie de tous les jours. Mais attention, il faut tout de suite se dire que cette définition, aussi claire soit-elle, cache une réalité bien plus vaste et complexe. En fait, le terme déficience intellectuelle, c'est une sorte de grand chapeau qui recouvre une multitude de conditions différentes. Les origines peuvent être très variées, ça peut être génétique, comme le syndrome de Down que tout le monde connaît, mais aussi des troubles du métabolisme, des mutations chromosomiques, ou même des complications qui surviennent à la naissance. Et pour vraiment saisir où l'on en est aujourd'hui, il est essentiel de faire un petit retour en arrière. On va voir que le regard de la société a connu une transformation spectaculaire. Et ce voyage nous emmène loin, très loin. Figurez-vous qu'en 1286 déjà, la justice se penchait sur la question. Le cas de Peter Seville est assez fascinant. Un tribunal a dû enquêter pour savoir s'il était capable de gérer ses propres terres. On était déjà face à des questions très concrètes de droit et d'autonomie. Cette frise, elle nous raconte une histoire. Une histoire qui avance très lentement, mais qui avance. On part des toutes premières tentatives d'éducation, comme avec l'enfant sauvage de l'Aveyron, qui a prouvé que quelque chose était possible. Ensuite, on entre dans une longue phase de classification médicale, pour enfin, et c'est une étape majeure, arriver à des lois qui reconnaissent le droit à l'éducation et au service. C'est vraiment un long chemin vers la reconnaissance des droits fondamentaux. Et au cœur de cette période de classification, on trouve des visions médicales comme celle d'Esquirol. Il faut lire cette citation pour comprendre l'état d'esprit de l'époque. Les mots utilisés sont bien sûr totalement dépassés et même choquants aujourd'hui. On était vraiment dans une logique de catégorisation très rigide, centrée sur ce qui était perçu comme un manque. Heureusement, le changement de cap aujourd'hui est radical. Le point crucial, ce n'est plus du tout de se focaliser sur ce qu'une personne ne peut pas faire. Non. La vraie question, c'est de quel soutien a-t-elle besoin pour s'épanouir? Toute la perspective a changé. Alors justement, ce soutien, comment il s'organise en pratique? On va voir comment tout un écosystème se met en place, de la communauté dans son ensemble jusqu'au cercle familial. Ce qui est clair, c'est qu'un soutien efficace ne repose jamais sur une seule personne. C'est l'affaire de toute une communauté. Ça commence par l'acceptation de tous, tout simplement. Ensuite, ça demande une planification hyper coordonnée entre tous les acteurs, la famille, les institutions, les professionnels, pour que tout le monde ait accès à ce dont il a besoin sans que les efforts se perdent. Et le soutien, ça ne va pas que dans un sens. Il est aussi absolument vital pour la famille, pour les aidants. Cette citation est très parlante. Elle rappelle aux parents qu'il est crucial de s'accorder des moments de répit. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité, pour ne pas s'épuiser et pouvoir continuer à accompagner. Et ce soutien, il peut devenir très, très concret. Il suffit de regarder le travail des ergothérapeutes, par exemple. Adapter un logement, ce n'est pas juste un détail technique. C'est tout un processus méticuleux qui se fait en plusieurs étapes. On évalue les besoins avec la personne, on travaille avec l'architecte, on visite le chantier, tout ça pour créer un environnement qui favorise vraiment l'autonomie au quotidien. Parce qu'au bout du compte, l'objectif final de tout ce réseau de soutien, de tous ces efforts, c'est bien de renforcer le pouvoir d'agir de la personne elle-même. Et là, on touche à une idée vraiment subtile, qui fait beaucoup réfléchir. Cette citation nous met en garde. Même un geste qui part d'une bonne intention, comme proposer un choix, peut en réalité renforcer un déséquilibre de pouvoir. C'est comme si l'acte même de donner le choix soulignait une forme de dépendance. C'est assez paradoxal. Et c'est là qu'on comprend toute la nuance. La véritable autonomie, ce n'est pas simplement de choisir entre A et B. C'est beaucoup plus profond. C'est avoir un certain contrôle sur les relations et sur le système de soutien qui, justement, rendent ces choix possibles. On passe d'une logique d'option à une logique de partenariat. Le changement le plus profond, le plus puissant, il se produit quand les personnes elles-mêmes deviennent les moteurs du changement. Quand elles passent du statut de bénéficiaire de soins à celui de leader de leur propre vie, de défenseur de leurs propres droits. C'est à ce moment-là que l'égalité devient vraiment concrète. Tout ceci nous laisse avec une dernière grande question. Une question pour nous tous, en tant que société. Comment passer du simple fait de proposer des choix à un véritable partage du pouvoir? C'est peut-être ça le défi le plus important pour l'avenir.